Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce trésor. Au sommaire, la Chine a fait don de vaccins Sinovac au Bénin. La cérémonie de réception s'est déroulée hier à Cotonou. Les détails, c'est dans un instant. Lancement de la première vague de recrutement de 1000 jeunes au profit de l'État dans le domaine de l'industrie textile. C'était hier à Abomey-Calavi. Et puis, hors de nos frontières, les lieux du savoir en France seront fermés aujourd'hui et pour cause, le changement successif des protocoles sanitaires décidés par l'exécutif dans les établissements scolaires. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Le ministère de la Santé a réceptionné hier à Cotonou une importante quantité de doses de vaccins Sinovac, un don de la Chine au Bénin. La cérémonie de réception de ces vaccins s'est déroulée en présence du ministre de la Santé et de l'ambassadeur de la Chine près le Bénin. Le compte rendu est signé Samson Oké. Vaccin, c'est le nouveau lot de dons de la Chine au Bénin. Pour l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, ce geste marque la solidarité de la Chine envers le gouvernement du Bénin dans ses efforts pour la lutte contre la pandémie. La remise d'aujourd'hui d'un nouveau don de vaccin consiste en un nouvel geste de solidarité chinois pour soutenir le peuple béninois à revenir à une vie normale. La Chine reste toujours un partenaire fidèle, un ami et un frère du Bénin pour l'accompagner à réaliser son rêve du Bénin révélé. Au nom du peuple et du gouvernement béninois, le ministre de la Santé, Benjamin Nkwatin, a exprimé sa reconnaissance à la Chine pour ce geste. Monsieur l'ambassadeur, je vous prie de transmettre au peuple chinois les remerciements du peuple béninois, du gouvernement et de son président, M. Patrice Talon. Votre pays s'est très tôt mis aux côtés du Bénin aux premières heures de la pandémie et a toujours manifesté son soutien à toutes les étapes de la riposte contre la COVID-19. Le ministre de la Santé a, par ailleurs, invité les citoyens béninois à une mobilisation massive autour de la vaccination, seul moyen efficace de se protéger contre le coronavirus. Je voudrais une fois encore, à cette occasion, rappeler aux populations que face à la pandémie de la COVID-19, la vaccination reste et demeure la porte de sortie la plus sûre. Je prie tout un chacun de ne pas céder à la sirène de l'infodémie et ainsi retarder sa vaccination. Ce don de la Chine au Bénin fait suite à la première donation de 103 000 doses de vaccin Coronavac du 21 mars 2021. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a lancé hier la première vague de recrutement de 1000 jeunes au profit de l'État pour l'industrie textile. C'est la mairie d'Abomey-Calavi qui a abrité l'événement. Dorcas Arangan pour les détails. Des investissements et des exportations à pièces et l'Agence nationale de la promotion de l'emploi ANPE. Elle vise à recruter 1000 jeunes pour l'industrie textile dans la zone industrielle de Glodjibé. Cette étape de recrutement est le produit d'un long processus qui a commencé depuis 2016. Tout a commencé en 2016 avec la volonté du président de la République d'engager la transformation structurelle de notre économie et de faire du Bénin un hub industriel. Et donc pour atteindre cet objectif, un certain Toutes nos excuses pour ce reportage qui n'est pas allé à son terme. Vous retrouverez ce reportage dans nos prochaines éditions. Le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, notamment la condition de mise en œuvre de la phase 2 du microcrédit à la FIA et du lancement des artisans cibles du projet assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Suivons à présent un extrait du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rongwedi, pour plus de précisions. Les conditions de mise en œuvre de la phase 2 du microcrédit à la FIA et du financement des artisans cibles du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche.
Au regard du succès enregistré par la première phase et pour permettre aux bénéficiaires de développer davantage leurs activités, il est prévu au titre de l'année 2022 un volume de décaissement de 15 milliards de francs CFA. Cette phase 2 va consister, outre le maintien des crédits actuellement consentis, à mettre en place une nouvelle formule pour la prise en compte des demandes de la tranche de 50 001 à 100 000 francs CFA et à financer des porteurs de projets parmi les artisans cibles du projet ARCHE. Par ailleurs, en vue de créer un impact économique plus marquant, les microcrédits restent ouverts à toutes les populations éligibles, y compris celles qui avaient déjà bénéficié des crédits de 30 000 à 50 000 francs CFA. S'agissant des artisans, le volume de décaissement prévu pour 2022 est de 5 milliards de francs CFA. Il servira à prendre en charge ceux formés sur le dispositif ARCHE et ayant un besoin de financement compris entre 100 000 et 2 millions de francs CFA, les prêts devant être remboursés dans un délai de 18 mois ou plus à un taux d'intérêt de 9%. La réorganisation institutionnelle, technique et financière de la filière d'exploitation de dragage de sable dans les communes d'Abomey-Calavi, Cotonou, Ouida et Semekpoji, ainsi que Porto-Novo. Une étude commanditée entre 2019 et 2020 a abouti à un constat d'insuffisance du cadre institutionnel dans le suivi de l'activité de dragage et a posé la problématique d'une réorganisation subséquente de la filière. En effet, le secteur de dragage et d'exploitation du sable reste marqué par des dysfonctionnements et des atteintes graves à l'environnement, malgré les mesures prises par le gouvernement. Une telle situation appelle à définir des modes de gestion plus durables de la ressource. Un consortium de consultants a donc été identifié pour conduire les études prévues à cette fin. Le compte rendu de l'exécution du contrat de prestation de services entre Paris Hospital Foundation, PHF, et le gouvernement du Bénin pour la coordination des évacuations sanitaires et la prise en charge des patients béninois en France. Il ressort de ce compte rendu que ce partenariat stratégique a effectivement permis d'alléger et de dématérialiser les procédures administratives, de sélectionner les patients réellement éligibles, d'améliorer la qualité de la prise en charge, puis de réduire de manière substantielle les coûts des évacuations sanitaires. La vice-présidente de la République du Bénin, Myriam Tchabi Talata Zimé, a reçu en audience hier à son cabinet une délégation des acteurs en charge de la mise en œuvre du projet de renforcement du leadership des femmes en politique dans les communes du Bénin. La délégation est allée annoncer le lancement d'une initiative qui prend en compte 45 communes du Bénin. Voici les explications du docteur Azizou Tchabi Imourou, coordonnateur du dit projet, à sa sortie d'audience. Si nous sommes venus voir Madame la vice-présidente de la République, c'est pour lui annoncer le lancement prochain du projet de renforcement du leadership des femmes en politique. Il s'agit d'un projet d'envergure que nous mettrons en œuvre et qui bénéficie d'un financement de l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin. C'est un projet que nous exécutons en consortium NIMD, donc l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, l'IGD, l'Institut pour la gouvernance démocratique, et puis CARE International Bénin-Togo. C'est un projet qui vise à appuyer, à accompagner et à renforcer les femmes élues locales, de sorte qu'elles puissent affirmer un leadership féminin de plus en plus fort et à être plus représentative sur l'espace politique. C'est un projet que nous lançons le 25 janvier prochain et avec Madame la vice-présidente, à notre demande une fois encore, elle a accepté de parrainer ce lancement. C'est un projet national qui va couvrir plusieurs communes. Au total, 45 communes ont été retenues, notamment les communes où il y a des femmes élues déjà, que nous allons accompagner pour les maintenir et pour leur permettre de se faire réélire. Et les communes qui n'ont pas encore de femmes élues sont également concernées. C'est un projet qui s'arrime bien dans les objectifs du gouvernement et qui s'aligne dans le combat de Madame la vice-présidente, dont on connaît déjà tout le parcours politique depuis la base jusqu'au sommet,
et qui continue de se battre de sa position pour accompagner les femmes, pour éliminer toutes les formes de discrimination dont elles sont victimes dans notre pays. La CEDEAO, le principal bloc régional d'Afrique de l'Ouest, a décidé dimanche, vous le savez, 9 janvier à Accra, de fermer les frontières de ses États membres avec le Mali et de lui imposer des sanctions économiques et financières. Cette décision est une conséquence du non-respect par la junte de la tenue des élections après une transition de 18 mois. Les Maliens vivant au Bénin ne sont pas indifférents à cette situation qui prévoit actuellement dans leur pays. Selon eux, le Mali ne mérite pas de telles sanctions de la part de l'institution. Je vous propose de suivre les réactions de quelques-uns interrogés par Samson. OK. Les sanctions contre le Mali que nous sommes en train de vivre aujourd'hui nous fait très mal, mais c'est des sanctions disproportionnées et des sanctions injustes. Parce que c'est le peuple malien qui a choisi de prolonger la transition. Ce n'est pas la junte militaire qui s'est choisi ça. C'est nous les Maliens, nous avons choisi pour nous-mêmes, dans sa grande majorité. Donc nous sommes d'accord avec ceux qui gouvernent actuellement pour prolonger la transition, pour des réformes qui sont nécessaires pour notre pays. C'est que la décision dont le CEDEAO a pris contre le Mali, c'est inacceptable pour nous. Pour moi, Daouda Traoré, personnellement, je ne suis pas d'accord avec. Depuis 8 ans ou 9 ans, la guerre est chez nous au Mali et il n'arrive pas à intervenir pour pouvoir finir nos guerres. Les 8 pays membres de la CEDEAO, toutes leurs troupes se trouvent au Mali là-bas, mais chaque jour, la guerre n'a fait que de continuer. La guerre ne diminue pas. Et grâce à Dieu, on a eu un autre partenaire en soi, en disant que la Russie. Maintenant, quand la Russie est venue, on a commencé d'avoir la stabilité et la CEDEAO se révolte aussi qu'ils n'ont pas d'accord de ça. Donc vraiment, c'est une situation qu'il n'a qu'à revoir. C'est que si le Mali a décidé de prendre son responsabilité, on a le droit de lui faire. Si on ne peut pas, nous on va le faire. On est prêt à accompagner à tout prix à notre gouvernement. À tout prix. On est prêt à accompagner, quelle qu'en soit la souffrance, quel qu'en soit la bonheur, on est là. Nous sommes des Maliens. Si tu ne soutiens pas ton pays, personne ne viendra à ton aide. On veut mourir derrière les Assimi Goïta, les CEDEAO, aider les CEDEAO. Les gens font 3e mandat, est-ce qu'il y a démocratie? Les Alassane Ouattara aujourd'hui dit qu'il fait Mali à CEDEAO. Mali, on a besoin, tout le monde a aidé nous. Il y a 10 ans à guerre à Mali. 10 ans, on fait la guerre à Mali. Il n'a pas imaginé ça. Nous, les villages, les familles, ils morts. La famille l'a scindé, tué. Il n'a pas imaginé que nous, les Amarco, il n'a qu'à faire. Il n'a qu'à faire jusqu'à 10 ans. On est prêts sur nous, le président. On est vive lui. Derrière moi-même, j'écris, je vive Assimi Goïta. Il y a eu des villages incendiés. Les enfants brûlés, les manger brûlés. Bon, la CEDEAO n'a jamais parlé. C'est maintenant, le Mali est en train de sortir dans cette crise, on prend maintenant une telle décision. Ça, ce n'est pas bon, franchement dit. Ils n'ont qu'à revoir maintenant leur courrier maintenant pour pouvoir discuter avec les autorités maliennes. Parce que la transition qui sont là maintenant, ce n'est pas leur volonté qui a amené ça. C'est la situation du Mali maintenant qui nous a conduit dans tout ça là. Il faut qu'ils comprennent ça aussi. Moi, en tant que Malien, je parle à mon nom. Bon, je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Moi, quand même, je soutiens le Mali. Je soutiens mon président. Je soutiens tout ce qu'il fait. Parce que lui, ce n'est pas un politicien, c'est un militaire. Donc il sait ce qui est bon pour la nation malienne. Donc moi, je le soutiens. Actualité en dehors du Bénin, un jeudi noir prévu dans les écoles, collèges et lycées en France, sont 15% de grévistes annoncés. Une protestation soutenue par les représentants des parents d'élèves. Une contestation inédite consécutive aux changements successifs des protocoles sanitaires décidés par l'exécutif dans les établissements scolaires. Et à persévérer dans leurs demandes. Non, je ne comprends pas du tout cette position. Je veux dire, si on veut éradiquer le virus, il faut passer par là, obligatoirement. Moi, qu'est-ce que je pense, c'est qu'ils ont raison. On leur donne des informations à la dernière minute, au compte-gouttes. C'est très mal organisé. Je ne sais pas, ils n'ont même pas de masque, ils n'ont même pas
d'appareils pour respirer. Enfin, vous voyez, c'est quand même délicat, quoi. Je sais pas, c'est l'État qui est en charge des corps enseignants quand même. Je pense qu'ils ont raison. Enfin, 3 changements une semaine, c'est un peu compliqué pour eux. Et faut se remettre en question, je pense, du côté de l'État et faire des mesures, disons, assez strictes, mais d'un seul coup, en one shot, et pas changer tous les 2 jours pour les parents et pour les enfants. C'est compliqué, quoi. Moi, je suis contre cette grève. Je trouve que les enfants, depuis 1 an et demi, n'arrêtent pas de trinquer. Non, je suis contre la grève. C'est pas le moment de faire grève. Les enfants, ils vont déjà pas assez à l'école. Non, je suis contre. Écoutez, je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison parce que, avec tout ce qui se passe, vous savez, hein, on en a ras-le-bol, marre de tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais moi je comprends en tout cas ce que peuvent aussi endurer les enseignants, c'est très très difficile pour eux et on peut oublier en ce moment qu'ils sont quand même au front. Donc d'un côté, en tant que parent, c'est très très compliqué parce que le protocole est hyper difficile. Moi j'ai testé ma petite fille ce matin de 3 ans et demi avec un autotest et de l'avoir hurlé à 7h30 du matin, c'est quand même très 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 compliqué pour un parent. Et je comprends aussi les professeurs qui ne se sentent voire pas du tout soutenu. Donc voilà, moi je suis assez partagé, donc je jette pas la pierre aux enseignants, je comprends tout à fait. Et c'est vrai que pour être parent actuellement, c'est assez difficile. Scandale au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique a dû présenter ses excuses après avoir participé à une fête clandestine en plein confinement. Suivez les détails. Monsieur le Président, je tiens à m'excuser. La fête semble finie pour Boris Johnson. Dans la tourmente après les révélations d'une nouvelle fête clandestine, le Premier ministre britannique a dû faire face aux députés. Je sais que des millions de personnes à travers ce pays ont fait des sacrifices extraordinaires au cours des 18 derniers mois. Je connais l'angoisse qu'elles ont traversée, incapables de faire le deuil de leurs proches, incapables de vivre leur vie comme elles le souhaitent ou de faire les choses qu'elles aiment. Et je sais la rage qu'elles ressentent à mon égard et à l'égard du gouvernement que je dirige lorsqu'elles pensent à Downing Street même. Les règles ne sont pas correctement suivies par ceux qui font les règles. Face à une chambre des communes qui demandait des explications, Bojo a affirmé prendre la responsabilité des erreurs qui ont été commises. Mais l'opposition demande, elle, bien davantage. Après des mois de tromperies et mensonges, cet homme pathétique n'a plus nulle part où se cacher. Sa défense qui consiste à dire qu'il ne savait pas qu'il était à une fête, c'est tellement ridicule que c'est en fait insultant pour l'opinion publique britannique. Il a finalement été forcé d'admettre ce que tout le monde savait, que lorsque tout le pays était confiné, il organisait des soirées arrosées à Downing Street. Aura-t-il maintenant la décence de démissionner ? Un départ également demandé par les indépendantistes du SNP et par les libéraux démocrates. Après ses excuses au Parlement, Boris Johnson trouve encore des excuses, invoquant une réunion de travail. Mais lors de ce rassemblement, le Royaume-Uni est en plein dans la première vague de Covid-19 et les règles sont strictes. Les rassemblements de plus de 2 personnes en extérieur sont interdits. Or, une centaine de convives auraient été invités à cette garden party. Un avenir qui semble s'assombrir encore un peu plus pour Boris Johnson, une division jusque dans son propre camp. Je ne pense pas qu'il puisse continuer d'être le chef du Parti conservateur en tant que Premier ministre, demandant aux gens de suivre les règles et les directives de son gouvernement alors que je ne crois pas qu'il l'ait fait. Si, comme dit l'adage, après la pluie vient le beau temps, l'orage pourrait continuer de gronder encore un peu au-dessus de la résidence du Premier ministre. Après Genève et Bruxelles, le dialogue pour désamorcer le risque de conflit en Ukraine se poursuit. Hier à l'OTAN, les négociateurs russes et les représentants de l'Alliance Atlantique ont de nouveau marqué leur profonde, j'y arrive, divergence sur la sécurité en Europe sans pour autant rompre les discussions. À l'instar de la rencontre russo-américaine organisée ce lundi à Genève, pas de réelles avancées lors du Conseil OTAN-Russie. Les désaccords qui opposent les deux parties sont tels que celles-ci reconnaissent elles-mêmes ne pas encore savoir comment les résoudre. Les tensions restent très fortes entre la Russie et l'Occident. Washington et ses alliés craignent une invasion de l'Ukraine par Moscou en raison de mouvements de troupes russes à la frontière russo-ukrainienne.
La Russie, tout en démentant fermement une telle intention, exige des garanties que l'OTAN ne s'élargira pas vers l'Est et ne déploiera pas de missiles près de ses frontières. Lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil OTAN-Russie, le vice-ministre russe des Affaires étrangères a reproché à l'Alliance Atlantique de chercher à atteindre la supériorité dans tous les domaines et dans tous les théâtres d'opérations militaires. Donc la discussion d'aujourd'hui était ouverte, directe, approfondie, riche, mais en même temps, cette discussion a mis au jour un certain nombre de divergences sur des questions fondamentales. Et une de ces questions principales, c'est que l'OTAN considère le principe d'indivisibilité de la sécurité de façon tout à fait alternative, de façon tout à fait sélective. Et comme je l'ai dit, ils ne prennent pas en compte les intérêts de sécurité des autres pays. Et pour nous, l'indivisibilité de la sécurité doit concerner tout le monde. La sécurité ne doit pas se faire contre la Russie et en la contournant, sinon elle est vouée à l'échec. Et si l'OTAN passe à une politique de dissuasion, ça veut dire que ce sera une politique pour nous de contre-dissuasion, une politique d'intimidation. Nous réagirons de la même façon. Et s'il y a le système des défenses qui sont mis en place contre la Russie, ça veut dire que nous chercherons aussi. Ce n'est pas notre choix, mais en tout cas, si nous ne parvenons pas à modifier l'évolution actuelle. De son côté, le secrétaire général de l'OTAN a également souligné ces divergences entre la Russie et l'Alliance qui, selon lui, seront difficiles à surmonter. Il voit toutefois un signal positif dans le fait qu'un dialogue ait eu lieu ce mercredi. Cette discussion n'a pas été facile, mais c'est exactement la raison pour laquelle elle était si importante. Les alliés de l'OTAN sont lucides sur les perspectives de progrès de ces pourparlers. Ils se sont déclarés gravement préoccupés par le renforcement des forces militaires russes en Ukraine et dans ses environs et ont appelé Moscou à désamorcer immédiatement la situation ainsi qu'à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses voisins. Ils ont également appelé la Russie à s'abstenir de toute posture de force agressive et de toute activité malveillante à l'encontre des alliés et à respecter l'ensemble de ses obligations et engagements internationaux. Tout cela signifie que notre dialogue est difficile, mais plus que jamais nécessaire. Les alliés de l'OTAN ont souligné qu'ils ne ménageront aucun effort pour trouver une issue politique. Du côté américain, la secrétaire d'État adjointe Wendy Sherman a déclaré que l'OTAN ne renoncerait pas à sa politique de portes ouvertes, mais que cela n'empêchait pas la Russie et l'Alliance Atlantique de coopérer dans certains domaines. Une chose est sûre en tout cas, la Russie et l'Occident comptent poursuivre leur dialogue via les canaux diplomatiques et militaires. Les pourparlers entre représentants russes, européens et américains se poursuivent dès ce jeudi, cette fois-ci à Vienne, dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. À demain.